Tout ce qui a des calories, finalement, est un aliment. Voilà, donc ça c'est une hérésie d'un point de vue évolutionniste, bien sûr. Donc le bon sens, il peut se formater, c'est pour ça qu'il faut revenir un petit peu en arrière. Ouais, on est trop fort, on est tellement fort que notre environnement maintenant est devenu opposé à nos gènes, et comme nos gènes n'évoluent pas à la même vitesse, loin s'en faut, très loin s'en faut, nous sommes aujourd'hui dans une situation où notre environnement est devenu incompatible par rapport à notre métabolisme, par rapport à nos gènes. Et bien ce qui va se passer, c'est qu'après il y a deux possibilités, soit l'espèce disparaît, soit... Docteur Dufournet, bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos qui étaient initialement réservées à mes patients, aux patients que je voyais notamment en téléconsultation. Elles leur sont toujours destinées, bien entendu. Toutefois, suite à certaines demandes, je les mets en ligne en public, donc accessible par tout le monde. Petit avertissement donc, avant de commencer cette vidéo fait donc partie des vidéos un peu techniques qui étaient initialement destinées à préparer une téléconsultation ou à faire suite pour un travail autonome avant et ou après la téléconsultation. Un mot sur ce qu'on appelle le bon sens évolutionniste. Le bon sens, pour moi, il est clairement évolutionniste. Ça veut dire que c'est quelque part le raisonnement de nos grands-mères. Mais comme les générations passent, nos grands-mères étaient déjà trop influencées par les phénomènes de mode. Donc il faut prendre des grands-mères, des grands-mères, des grands-mères. On sait très bien que nos grands-mères au sens large, arrière-grand-mères, n'auraient jamais considéré comme aliment un produit tout chimique de synthèse plein de sucre. Et aujourd'hui, les nutritionnistes ou diététiciens vont nous dire que tout ce qui a des calories, parfois, certains d'entre eux, mais la majorité, tout ce qui a des calories, finalement, est un aliment. Voilà, donc ça c'est une hérésie d'un point de vue évolutionniste, bien sûr. Et juste pour avoir une idée de ce qu'est le bon sens évolutionniste, bon sens, ça veut dire retourner à quelque chose de logique et qui va nous aider, qui va nous protéger. Donc c'est ce qu'on peut appeler aussi une heuristique de protection. Ce bon sens, on essaye de nous influencer. Donc aujourd'hui, le bon sens, ça va être de manger plein de fruits, plein de légumes, plein de céréales complètes et de ne pas ou peu manger de viande rouge et grasse et surtout pas de graisse animale. Alors qu'en fait, c'est exactement ce qui est à l'origine de nos maladies de civilisation pour plus de 80% d'entre elles. Probablement plus que ça. Donc, le bon sens, il peut se formater, c'est pour ça qu'il faut revenir un petit peu en arrière. Et ce bon sens de nos grands-mères, arrière-grand-mères, arrière-arrière-grand-mères, était un bon sens intéressant d'un point de vue évolutionniste en réalité. En effet, l'enfant que j'étais devait avoir régulièrement un steak le midi, c'était souvent un steak de foie, et puis après il y avait un ordre d'ailleurs pour manger, on commençait par ça, il n'y avait pas forcément d'entrée. Derrière, il fallait, si possible, manger quelques légumes, mais c'était déjà pas obligatoire. Il y avait parfois des féculents, mais pas tous les jours, et puis c'était des petites quantités. Ça pouvait être quelques pommes de terre avec un peu de salade verte, éventuellement. Ça pouvait être une pomme de terre à la poêle, mais vraiment pas grand-chose en général. Et c'était plus qu'optionnel. Et quant au dessert, c'était vite réglé, parce que la plupart du temps, il n'y en avait pas, le dessert étant réservé aux jours de fête, de célébration avec la famille, par exemple. Rappelons quand même que nos parents, grands-parents, dans certaines zones géographiques, mais dans la plupart des zones d'Europe, ne connaissaient pas trop les fruits, et notamment ce qui aujourd'hui est consommé presque toute l'année, à savoir les agrumes. Eh bien, les oranges étaient l'apanage de Noël, de même que la tablette de chocolat, qui était autrement moins sucrée qu'aujourd'hui d'ailleurs, et c'était un cadeau de Noël. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante, et ça n'est même plus suffisant comme dessert, on va encore au-delà dans le domaine du sucre. Pour revenir au bon sens évolutionniste, en fait, il est basé sur un point dont je parle souvent parce qu'il est très important. Il est que, quelle que soit l'étude que l'on va faire, à moins que l'on montre une toxicité à court terme, une mortalité à court terme d'une intervention, d'un médicament, d'un type d'aliment, là d'accord, si on le démontre bien avec certaines études dédiées, pour le coup, donc des vraies expériences où on fait deux groupes, ce qui est assez rare en pratique, c'est souvent des études d'observation, ce qu'on appelle l'épidémiologie, on compare des populations, mais ça ne permet pas du tout d'arriver à ces conséquences-là, en tout cas à ces conclusions. Eh bien, effectivement, si l'on montre que, si on fait deux groupes, un groupe fumeur, non-fumeur, et que l'on montre que quelques années plus tard, il y a énormément plus de complications, cancer de vessie, cancer du rein, cancer du poumon, mais c'est généralement plus tard, maladie cardiovasculaire, eh bien, on va dire, ok, donc là, cette fois-ci, ça c'est quelque chose de potentiellement nocif. Bon, toutefois, on aurait pu s'en douter parce que c'est une intervention qui n'est pas du tout conforme à l'environnement dans lequel nous avons été sélectionnés. Et lorsque on n'a pas ce degré de certitude, il est toujours important de se référer à un référentiel, à une
normalité. Et cette normalité, c'est l'homme des cavernes. Alors ça peut paraître bizarre, merci, on n'est plus à l'époque des cavernes, c'est vrai. Mais cette normalité, eh bien, elle est importante parce qu'on peut montrer que l'on a fait changer complètement notre environnement. C'est nous qui l'avons fait changer. Alors ouais, on est trop fort. On est tellement fort que notre environnement maintenant est devenu opposé à nos gènes. Et comme nos gènes n'évoluent pas à la même vitesse, loin s'en faut, très loin s'en faut, nous sommes aujourd'hui dans une situation où notre environnement est devenu incompatible par rapport à notre métabolisme, par rapport à nos gènes. Cela veut donc dire que, ou en tout cas cela a pour conséquence que nous devons partir d'un bon sens. Ce bon sens, il est facile à résumer. On peut simplement dire que nous avons énormément de recul sur notre façon de survivre dans un environnement donné depuis la naissance du genre humain, donc des différentes espèces humaines, à savoir, donc le genre Homo, à savoir il y a au moins 3,5 millions d'années. Les choses ont évolué, donc habilis, après différentes sous-espèces, ergaster, on les regroupe parfois sous la dénomination erectus sens large, ça peut être erectus sens strict, etc. Et puis on arrive petit à petit à Néandertal, qui est vraiment notre frère, et puisqu'on possède environ 40% du génome, quasiment la moitié de Néandertal, réparti à hauteur à peu près de 3% entre nous, du moins pour ceux qui sont descendants d'ancêtres qui sont sortis d'Afrique à ce moment-là. Et donc, même pour Sapiens en lui-même, c'est une espèce qui a, elle, au moins 300 000 ans. Donc 300 000 ans pour ceux qui ne sont pas sortis d'Afrique vers 55 000, moins 55 000, et qui n'ont pas eu ce croisement avec Néandertal. Et pour ceux qui ont eu le croisement, c'est un mélange à la fois d'une grosse partie qui a 300 000 ans et une autre partie qui a 700 000 ans, Néandertal, au moins d'ailleurs, peut-être plus, sachant que de toute façon, l'essentiel, le socle de tous ces gènes-là, il a plus de 3,5 millions d'années. Voilà, donc quand on voit des chiffres énormes comme ça, on se rend compte que même depuis le néolithique, l'agriculture, mais ça représente rien du tout. Si on faisait l'évolution juste de l'espèce humaine, Homo sapiens, on ne tient pas compte de tout le reste, alors que pourtant, on vient de voir que c'est important. Si on résumait sur une horloge de 12 heures, le temps depuis le néolithique en Europe, ça représenterait quelques secondes. On est dans quelque chose de complètement négligeable. Et en plus, les changements du néolithique, de l'agriculture, sont arrivés extrêmement progressivement. Et d'ailleurs, je dis agriculture et je tombe dans le piège habituel. Le néolithique a d'abord été caractérisé par un semi-nomadisme du mésolithique, mais surtout par de l'élevage, élever des bêtes. Et pas forcément de façon intensive et fermée, plutôt de façon extensive, de façon pastorale. Et plein de cultures ont gardé une tradition pastoraliste. Ça peut être le cas d'éleveurs que j'aime bien, qui font de l'agneau d'alpage, que j'achète avec plaisir, et qui du coup est abattu toujours au même moment, hein, puisqu'il naît pour Pâques, et il passe le printemps, l'été, dans les champs en haute altitude, et la viande est disponible fin octobre, début novembre. Voilà un peu l'idée derrière cette introduction très progressive de l'agriculture, très progressive des céréales, encore plus progressive et encore plus récente de la pomme de terre. Bref, tout ce qui va être source de glucides et les végétaux, en fait, sont mangés, à quelques exceptions près, là je parle vraiment en Europe, sont mangés depuis finalement pas si longtemps que ça. Je ne rentre pas plus en détail. Tout cela pour dire que nous avons, par différentes méthodes scientifiques, notamment par la quantification d'isotopes radioactifs de certaines substances qui datent d'il y a extrêmement longtemps, on peut savoir que nous ne mangions que de la viande de chasse et qu'il n'y avait quasiment aucun végétal pendant extrêmement longtemps. L'Afrique à l'époque était en climat glaciaire, le reste de l'Europe aussi, pardon, était aussi en climat glaciaire. C'était plus hétérogène pour l'Asie probablement. Et donc, dans tous les cas, il n'y avait quasiment aucun végétal disponible. Et quand on cherche par des études de climatologie, de paléoclimatologie, on retrouve effectivement des sédiments d'arbres qui n'étaient pas du tout des arbres fruitiers. On ne retrouve pas d'informations nous orientant vers des racines comestibles. Hein. Et même s'il y a une réécriture de l'histoire aujourd'hui par pression à la fois vegan, qui est un courant qui a beaucoup, ou végétarien, qui a beaucoup infiltré l'université, que j'ai particulièrement bien connue, ayant moi-même fait une thèse de sciences que je n'ai pas portée jusqu'à la fin puisque j'ai déménagé en troisième année, de thèse de sciences en parallèle de ma carrière et ma formation de médecin et de mon exercice médical. Et ma femme a fait
elle, une thèse de science qu'elle a portée jusqu'au bout, en pharmacologie, justement, étude des médicaments. Voilà, et donc, on a baigné vraiment, elle et moi, dans le milieu universitaire, et on est, je crois, assez bien placés pour savoir ce genre de choses. Et donc, quand ce sont des équipes universitaires, donc à tendance végane, il ne faut pas se leurrer, qui derrière disent « Non, non, nous étions des carnivores, et d'ailleurs Homo sapiens c'est un carnivore obligatoire, virgule, omnivore facultatif », il faut le prendre avec beaucoup de sérieux. Ce sont des choses qui scientifiquement ont été d'ailleurs très bien démontrées, et c'est notamment les travaux de l'Institut Max Planck en Allemagne, à Leipzig, d'anthropologie évolutionniste, dont un des membres, Svante Pääbo, a eu récemment un prix Nobel pour justement le séquençage et la détermination des interactions du génome de Néandertal avec celui de Sapiens, etc. Bref, c'est des gens qui ne sont pas du tout des carnivores, qui ne mangent pas de la viande comme moi, et pourtant, ils ont ce discours-là, donc il faut le prendre avec beaucoup de sérieux, c'est très important, et ça, c'est toute l'évolution de notre espèce qui fait que ce doit être considéré comme la chose la plus solide scientifiquement aujourd'hui. En effet, dans les lois de base de l'évolution, alors les lois, c'est des mots d'Homo sapiens, on va dire les principes tels qu'on a pu les comprendre de l'évolution, eh bien, tout ce qui n'est pas optimal disparaît tout court ou parfois au profit de quelque chose de plus optimal dans un environnement donné, ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et donc, quand on laisse agir très longtemps la sélection naturelle, eh bien, on se rend compte que ce qui va survivre, dans l'occurrence nous avons survécu parce que nous avons été sélectionnés dans un environnement qui est toujours un environnement, ça a toujours quelque chose de dangereux, ça a toujours quelque chose de potentiellement mortel. Eh bien, nous avons été sélectionnés comme ça par différentes forces de sélection biologique. On peut y ajouter une dimension religieuse pour ceux qui le souhaitent, ça n'empêche pas, ça n'est pas incompatible. Toujours est-il que c'est ainsi que nous avons survécu, et par contre, il serait complètement erroné d'imaginer que c'est en mangeant des plantes que nous avons survécu. Et donc, ce qui veut dire que toute intervention qui consiste à s'éloigner du mode de vie du chasseur, pas seulement chasseur-cueilleur, chasseur beaucoup, cueilleur un tout petit peu et récemment, eh bien, c'est potentiellement mortel, il y a toutes les chances du monde pour que ce soit plus mortel qu'autre chose. Et bien sûr, si l'on continue comme ça aujourd'hui avec toutes ces maladies en ayant pris le contre-pied, donc on dort plus, on se couche tard, on se lève tôt ou tard, ça dépend. Voilà, on fait tout à l'envers, on ne fait plus de musculation, plus d'interaction sociale proche et vraie, on ne mange plus de viande rouge, de gibier, etc., du nez jusqu'à la queue, on ne mange plus de graisse animale, on en a peur même, on remplace ça par des produits laitiers, on remplace ça par des céréales, on remplace ça par des fruits et légumes. Eh bien, ce qui est en train de se passer avec ces gens malades, plus de 9 personnes sur 10 ne sont pas saines métaboliquement aux États-Unis, et ça augmente encore, et ça n'a pas toujours été ainsi. Ça s'accélère, et bien ce qui va se passer, c'est qu'après il y a deux possibilités, soit l'espèce disparaît, soit la sélection naturelle va faire en sorte de sélectionner, en tout cas ne va pouvoir survivre en réalité, que ceux d'entre nous qui seront le plus compatibles avec ce mode de vie opposé à ces 3,5 millions d'années d'évolution du genre humain. Voilà, donc on est dans des temps très longs, et ce qui fait qu'on peut glousser à court terme, on peut fanfaronner, mais à la fin, le seul juge, l'unique juge, c'est le temps. Et donc, seul le temps, je parle d'un point de vue scientifique bien sûr, je ne parle pas d'un point de vue spirituel ou religieux, seul le temps nous dira si nous nous sommes trompés ou non. Sauf que vous ne serez plus là, moi non plus, et donc nous ne saurons, nous, jamais. Voilà. Et si on veut éviter ce potentiel carnage, alors retournons à un bon sens évolutionniste. C'est ce qui nous permettra de nous rapprocher le plus d'un environnement qui est adapté à nos gènes et à notre métabolisme, et donc à notre santé, à notre bien-être.